Salut les amis, ce soir nous commençons avec quelque chose de très familier, le sommeil, ou plus précisément, la façon dont les gens du Moyen-Âge dormaient, ce qui s'avère bien plus étrange que ce que nous pourrions imaginer. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir qui nous rejoint depuis partout dans le monde. Maintenant, tamisez les lumières, peut-être allumer un ventilateur pour ce doux bruit de fond. Et entrons ensemble dans le voyage de ce soir. Avant l'électricité, TikTok et les influences modernes sur l'hygiène du sommeil, les gens du Moyen-Âge abordaient la nuit avec un rythme qui dérouterait l'amateur moderne de mélatonine. On appelait cela le sommeil segmenté, un cycle naturel en deux parties, divisé nettement en deux comme un biscuit médiéval rassis. La routine était simple, après le coucher du soleil, la plupart des gens se couchaient tôt, s'endormant dans ce qu'on appelait le premier sommeil. Puis, après environ 4 heures, ils se réveillaient volontairement et passaient 1 à 2 heures à ce qu'on pourrait décrire comme du multitâche nocturne médiéval. Ce n'était pas considéré comme de l'insomnie. C'était simplement ainsi que le sommeil fonctionnait. La période de veille entre les deux sommeils était perçue comme pratique, utile et parfois étonnamment sociale. Les gens priaient, lisaient des textes religieux, entretenaient le feu ou vérifiaient leur bétail, car rien ne perturbe votre cycle de sommeil comme se demander si votre chèvre est toujours dans la cour. Et oui, c'était aussi considéré comme le moment idéal pour l'intimité. Les médecins médiévaux et les manuels de mariage notaient que le corps était reposé et l'esprit calme durant cette période, ce qui ressemble à une façon polie de dire trop fatigué pour se disputer. Le second sommeil suivait cette pause, jusqu'au lever du soleil. Tout le monde, des moines aux paysans, participait à ce rythme nocturne. Même des figures littéraires comme Chaucer l'ont mentionné. Ce qui signifie que oui, même dans la littérature médiévale, on écrivait sur le fait de ne pas dormir correctement. Fait étrange, la science moderne a suggéré que le sommeil segmenté pourrait en réalité être plus naturel pour l'être humain. Le cycle en deux parties correspond à la façon dont nos rythmes circadiens fonctionnent en l'absence de lumière artificielle. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez éveillé à 2 heures du matin, ne paniquez pas. Dites simplement « Ah, oui, la veille a commencé » et allez entretenir un foyer symbolique. Ce n'est qu'à l'ère industrielle, avec les usines, les lampes à gaz et la peur croissante de l'improductivité, que les humains ont commencé à imposer l'idée de 8 heures ininterrompues, comme si le sommeil était un sport chronométré. Dans le monde médiéval, se réveiller au milieu de la nuit n'était pas un échec. C'était le rythme, et tout le monde le suivait, qu'il le veuille ou non. Parlons des lits, ou plutôt de leur approximation médiévale. Aujourd'hui, nous obsédons sur le nombre de fils, la mousse à mémoire, les gels rafraîchissants et si un matelas ressemble à un nuage. En Europe médiévale, un lit était souvent juste un tas de choses qui avaient autrefois été vivantes, aplaties sous le poids d'un mauvais sommeil et de regrets silencieux. Le lit typique des paysans consistait en un matelas de paille appelé un pellit. C'était littéralement de la paille ou du foin bourré dans un sac de tissu grossier, s'ils avaient la chance d'avoir un sac. Sinon, c'était simplement de la paille sur le sol, parfois humide, parfois déjà revendiquée par un chat. Ces palettes n'étaient pas confortables, mais elles valaient mieux que rien. La paille était bon marché, abondante et isolait bien contre le froid. Elle était aussi parfaite pour abriter des insectes, des poux et parfois une souris de champ. Si ça démangeait, on ignorait. Si ça mordait, on se déplaçait légèrement et on espérait le meilleur. Si une famille avait un peu plus d'argent, ou au moins un dos fonctionnel, elle pouvait surélever le matelas de paille sur un cadre en bois. Cela ne changeait pas radicalement l'expérience du sommeil, mais réduisait légèrement les chances de se réveiller avec des coléoptères dans l'oreille. Les draps étaient un luxe rare. La plupart des gens dormaient dans les vêtements qu'ils portaient toute la journée. Les pyjamas n'existaient pas vraiment, et l'espace personnel non plus. Des familles entières, enfants, parents, parfois un grand-parent, dormaient ensemble dans le même espace, parfois sur la même pile de paille. Si vous aviez trop chaud, vous pouviez toujours rouler contre le coude de votre cousin. Les nobles, bien sûr, avaient de vrais lits, grands cadres en bois, matelas de plumes, draps brodés et baldaquins pour se protéger des courants d'air, espérons-le, des poux. Ces lits étaient si précieux qu'ils étaient légués dans les testaments. Vous n'héritiez pas de terre, mais du lit de plumes suspectement bosselé de tante Mathilde. Pour la plupart des gens du Moyen-Âge, un lit n'était pas un lieu de confort. C'était un endroit pour ne pas geler, éviter les poules et peut-être rêver d'être assez riche pour un jour dormir sur quelque chose qui ne piaille pas ou ne bruisse pas.
Quand nous entendons nightcap aujourd'hui, nous pensons à une boisson réconfortante, peut-être avec du whisky, un feu chaleureux et une décision douteuse. Mais au Moyen Âge, un nightcap n'était pas une boisson. C'était un chapeau. Un vrai morceau de tissu tangible, souvent ridicule, conçu pour empêcher votre tête de geler pendant le sommeil. L'isolation n'était pas vraiment le point fort de l'architecture médiévale. Murs de pierre, toits de chaume pleins de courants d'air, fenêtres faites de cornes animales fines ou de parchemin huilé, tout cela ne protégeait guère du froid. Et le chauffage central, c'était un chien. Alors, pour garder leur tête au chaud la nuit, surtout puisque la chaleur corporelle s'échappe le plus vite par le cuir chevelu, les gens du Moyen Âge adoptèrent le humble bonnet de nuit. Ces chapeaux existaient sous toutes les formes et tailles. La version la plus emblématique était longue et pointue, comme quelque chose que l'on attendrait d'un sorcier qui travaille aussi comme ramoneur. Elles étaient généralement faites de laine, de lin ou de tout morceau de chaleur qu'on pouvait épargner sans fâcher la chèvre de la famille. Pour les hommes, c'était un accessoire pratique. Pour les femmes, cela servait parfois aussi de coiffe ou de voile, remplissant la double fonction de maintenir la modestie et de couvrir des cheveux qui n'avaient pas vu de savon depuis le dernier carême. Mais au-delà de la chaleur, les bonnets de nuit avaient aussi un poids social. Dans certaines régions, les femmes mariées étaient censées couvrir leur tête en permanence. Oui, même en dormant. Et le bonnet lui-même pouvait être brodé ou teint pour refléter la richesse ou le statut d'une famille. Car rien ne dit succès comme aller au lit avec un petit drapeau sur le crâne. Dans les milieux urbains, le bonnet de nuit devint même un symbole de repos. Si vous ouvriez votre porte en portant un, c'était une manière polie de dire « je ne suis pas habillé pour discuter ». Et oui, ce chapeau signifiait clairement « partez ». Bien sûr, les bonnets de nuit étaient souvent accompagnés de chemises de nuit, qui étaient essentiellement de longues tuniques amples. Imaginez Ebenezer Scrooge, sans la leçon morale hantée. Les vêtements de nuit n'étaient pas sexy, mais pratiques, irritants et parfois inflammables. Aujourd'hui, l'idée de dormir à côté d'un inconnu se limite généralement au vol de nuit, au voyage de camping trop ambitieux ou à une étrange erreur d'Airbnb. Mais en Europe médiévale, c'était complètement normal et absolument pas optionnel. Supposons que vous soyez un marchand itinérant, un pèlerin, ou simplement quelqu'un dont la mule a abandonné à mi-chemin vers Norwich. Vous trouvez une auberge, un luxe rare en soi, et demandez un endroit pour dormir. Ce que vous obtenez n'est pas une chambre, ni un lit, ni même un sol particulièrement propre. Ce que vous obtenez, c'est une place dans un lit déjà occupé. Les auberges médiévales fonctionnaient davantage comme des dortoirs humains que comme des hôtels modernes. La vie privée n'était pas attendue. Si le lit avait de la place, vous le partagiez, généralement avec des inconnus complets qui pouvaient ronfler, parler en dormant ou avoir un nombre suspect de furoncles. Ce n'était pas considéré comme impoli. C'était simplement une utilisation efficace des ressources. Les lits pouvaient accueillir 2, 3, voire 4 voyageurs, selon la taille et la tolérance sociale. Dans les grandes villes, vous pouviez finir dans une salle ressemblant à un dortoir, avec des rangées de lits et absolument aucun espace personnel. Les concours de ronflement n'étaient pas jugés. Le territoire des coudes était farouchement disputé. Parfois, hommes et femmes étaient séparés, mais pas toujours. Certaines auberges essayaient d'assigner les lits par profession. Forgeron avec forgeron, clerc avec clerc, voleur avec d'autres voleurs, soi-disant. Mais souvent, c'était premier arrivé, premier étalé. Et même si cela peut sembler un cauchemar pour les germophobes modernes, à l'époque c'était une amélioration par rapport au fait de dormir dehors avec les loups, la pluie et l'occasionnelle révolte paysanne. Inquiets du vol ? Beaucoup de voyageurs dormaient avec leur bourse attachée à leur ceinture ou cachée sous leurs vêtements. D'autres dormaient sur leurs ballots, transformant les bagages en oreillers et en système d'alarme. Si quelqu'un déplaçait votre sac, cela signifiait généralement que vous alliez vous réveiller plus pauvre. Les riches, bien sûr, ne subissaient pas ce sort. Les nobles voyageaient avec des entourages et campaient dans un confort relatif ou exigeaient leur propre chambre si l'aubergiste tenait à son toit. Dans le monde médiéval, aller au lit n'était pas seulement tirer une couverture et s'endormir. C'était une opération spirituelle, un pari nocturne où l'enjeu était votre âme éternelle. Les gens ne faisaient pas que dormir, ils se préparaient potentiellement à mourir. D'où la popularité des prières du soir. Oubliez les sprays de lavande ou les podcasts apaisants. Les dormeurs médiévaux terminaient leur journée par des confessions, des psaumes et des clauses spirituelles purificatrices, au cas où ils mouraient quelque part entre le « bonne nuit » et l'aube. L'idée était simple, on pouvait mourir à tout moment, d'une maladie, d'un incendie, de démons, ou plus dangereusement encore,
simplement en ayant plus de 30 ans en l'an 1247. Alors, mieux valait dire ces prières, non pas parce que c'était réconfortant, mais parce que l'enfer était terrifiant, et qu'on ne voulait pas y arriver sans invitation, mal lavé et spirituellement en désordre. Une version courante, si je meurs avant de me réveiller, je prie le Seigneur de prendre mon âme. D'où, non? Sauf que c'est essentiellement un document légal écrit par un enfant de 7 ans reconnaissant la mort comme issue probable du coucher. Beaucoup d'adultes avaient tout un catalogue de prières pour différentes menaces. Une pour la culpabilité, une pour quand on pensait que le diable se cachait dans les poutres, une pour la prévention de la peste, qui, malheureusement, a mal vieilli. Certains priaient même des saints spécifiques réputés pour veiller sur les dormeurs, un peu comme des videurs sacrés gardant votre âme à la porte du club. Les moines, les nonnes et les nobles très pieux terminaient leur journée avec les complis, le dernier office avant le coucher. Après les complis, ils prenaient un vœu de silence, ce qui n'était pas difficile puisque tout le monde était déjà épuisé, sous-alimenté et légèrement effrayé par l'obscurité. Les enfants étaient aussi encouragés à prier, en partie parce que c'était bon pour leur âme, et en partie parce que cela leur donnait autre chose à faire que de demander pourquoi le chien était encore dans leur lit. Les parents leur rappelaient que les anges les surveillaient, ce qui semble adorable jusqu'à ce qu'on réalise que c'était moins un ange gardien qu'un système de surveillance céleste. En bref, la prière avant le sommeil était moins une recherche de paix qu'un contrôle de dégâts de dernière minute. Pensez-y comme un antivirus médiéval, on espérait que ça marche, même si on ne comprenait pas vraiment comment. Dans le monde moderne, les rêves sont souvent considérés comme des absurdités aléatoires du stress, trop de fromage, ou le cerveau qui essaie de classer des dossiers dans le noir. Mais au Moyen Âge, les rêves étaient pris très au sérieux, avec des conséquences éternelles. Les rêves n'étaient pas seulement des rêves. Ils étaient considérés comme des messages de Dieu, des saints, du diable, de votre ange gardien, ou peut-être de cette relique étrange que vous aviez embrassée dimanche dernier. Certains rêves étaient des révélations divines, d'autres des tentations démoniaques. Dans tous les cas, il fallait y prêter attention, les écrire, les confesser ou jeûner 3 jours pour être sûr. Les théologiens, les moines et les visionnaires autoproclamés passaient un temps alarmant à interpréter les rêves. Des textes entiers leur étaient consacrés. Rêver de feu pouvait signifier l'enfer. Rêver d'eau pouvait signifier purification ou noyade. Rêver d'un homme à tête de chèvre jonglant avec des poissons? Il valait mieux appeler un prêtre immédiatement et peut-être déménager. Les médiévaux croyaient que ce qui se passait dans les rêves comptait, car l'âme restait active pendant le sommeil. Cela signifiait que vos actions en rêve pouvaient révéler des péchés cachés ou des faiblesses spirituelles. Ce rêve un peu embarrassant où vous voliez un pain pouvait être votre subconscient confessant une gourmandise réelle ou juste la faim. Mais mieux valait le confesser quand même, par précaution. Les moines et les nonnes notaient souvent leurs rêves et les partageaient avec leurs supérieurs spirituels. Certains étaient célébrés pour avoir eu des visions saintes pendant leur sommeil. D'autres étaient discrètement invités à manger moins d'oignons avant de se coucher. Bien sûr, les rêves n'étaient pas seulement des énigmes spirituelles. Ils faisaient aussi d'excellents ressorts narratifs. La littérature médiévale regorge de séquences oniriques où des chevaliers rencontrent des anges, des démons ou des créatures métaphoriques récitant des poèmes sur la vertu. Les rêves étaient en quelque sorte le Netflix du Moyen-Âge, sauf avec plus d'allégories et moins de fins heureuses. L'Église, sans surprise, était méfiante. Tous les rêves n'étaient pas divins, et certains étaient considérés comme plantés par des démons pour corrompre les innocents. Si vous rêviez de quelque chose de malsain, cela pouvait signifier que votre âme était attaquée, ou simplement que vous aviez dormi trop près des fumées de la cheminée. De nos jours, certaines personnes laissent leurs animaux dormir dans leur lit. C'est une disposition confortable, quoique parfois odorante. Au Moyen Âge, cependant, partager un lit avec un animal n'était pas un choix personnel original. C'était une stratégie de chauffage. Les maisons médiévales n'étaient pas vraiment conçues pour le confort. Murs de pierre, aucune isolation, courant d'air si agressif qu'il méritait probablement des noms. Le chauffage central, c'était le cochon de la famille. Dans les foyers paysans, il n'était pas rare que les humains et le bétail dorment dans la même pièce, parfois dans le même lit, et très souvent sur la même pile de paille. Les poules se promenaient librement. Les chiens se blottissaient à vos pieds. Les cochons ronflaient doucement près du foyer. Et si vous aviez de la chance, aucun ne vous mordait pendant la nuit. Ce n'était pas une question d'affection, même si les médiévaux appréciaient leurs animaux. C'était une question de survie. Les animaux produisaient de la chaleur corporelle. Ils étaient chauds, fiables, contrairement à certains parents, ne monopolisaient pas la couverture.
Un grand chien pouvait empêcher vos orteils de geler. Une vache dans le coin pouvait augmenter la température de la pièce d'1 ou 2 degrés, ce qui en janvier ressemblait à un miracle. Les maisons médiévales, surtout celles des classes populaires, n'avaient souvent qu'une seule pièce pour tout, cuisiner, manger, dormir, parfois mourir. Tout le monde, humain et animaux, partageait le même espace. Les enfants pouvaient être blottis entre leurs parents et une chèvre. Une poule pouvait servir de réveil improvisé. L'hygiène ? Mieux vaut ne pas trop poser de questions. Pour les familles plus riches, ce n'était pas aussi courant. Les nobles ne dormaient généralement pas à côté du bétail, même s'ils pouvaient avoir des chiens de compagnie dans leur lit. Pas pour la chaleur, mais pour la mode et la redistribution des puces. 17h04 Certains châteaux avaient même des espaces de couchage séparés pour les animaux favoris, car rien ne dit le pouvoir comme un chien avec sa propre chambre et son titre. Bien sûr, il y avait des inconvénients. Les animaux pouvaient être bruyants, errer, et n'étaient pas connus pour respecter l'espace personnel. Mais les médiévaux s'adaptaient. Un sabot dans le visage à 3 heures du matin ? Juste une partie de la routine du coucher. Si vous avez déjà dû partager une chambre dans une auberge de jeunesse et pensez, c'est un peu trop. Laissez-moi vous présenter le dortoir monastique médiéval, un endroit où le confort allait mourir tranquillement sous un vœu de silence. Les monastères ne croyaient pas à l'espace personnel, à la douceur ou au plaisir, vraiment. Le dortoir typique abritait des dizaines de moines dormant tous dans une seule grande salle, généralement disposés en rangées bien ordonnées comme des sardines moralement droites. Les lits, si l'on peut les appeler ainsi, étaient souvent des planches de bois, parfois avec un matelas de paille si l'abbé se sentait généreux ou si c'était un jour de fête. On dormait entièrement vêtu, non par modestie, mais parce que s'habiller dans le noir à 2 heures du matin pour les prières était plus pénible que de se coucher déjà préparé. L'uniforme monastique, robe, ceinture et sandales servait à la fois d'armure spirituelle et de mauvaise isolation. Si vous aviez froid, vous ajoutiez des couches. Si vous aviez chaud, eh bien, non, vous ne faisiez rien. Il n'y avait pas d'oreiller, pas de rideau de confidentialité et absolument aucune conversation. Le silence était imposé, non suggéré, selon la règle de Saint Benoît. Si vous vous retourniez et gémissiez trop fort, vous pouviez vous retrouver de corvée de peau de chambre pendant une semaine. Le ronflement, cependant, était une zone grise. Vous ne pouviez pas le contrôler, mais s'il devenait trop perturbant, le Seigneur pouvait encore vous en tenir responsable, ou du moins vos compagnons de cellule. L'éclairage était minimal. Une bougie peut-être. Vous n'aviez pas besoin de voir. Vous aviez seulement besoin de rester immobile et de ne pas pécher. C'était l'objectif. Malgré cette austérité, les moines croyaient que leur lit spartiate était un entraînement pour l'au-delà, une préparation au voyage de l'âme en refusant à la chair tout excès. Le sommeil n'était pas un plaisir. C'était une nécessité surveillée et planifiée comme tout le reste. Certains moines dormaient même assis, simplement pour éviter toute trace de luxe, de rêve ou de circulation sanguine. Comparé à cela, les tas de paille des paysans et les cochons ronflants semblaient presque luxueux. Au moins, le cochon ne vous jugeait pas. Parlons de quelque chose qui horrifierait la plupart des dormeurs modernes. Se réveiller volontairement à 2 heures du matin, non pas pour aller aux toilettes ou faire défiler son téléphone, mais pour prier. Prière bruyante, froide, éclairée à la bougie. Dans les monastères médiévaux, c'était une pratique standard. Les moines et les nonnes suivaient un emploi du temps rigide basé sur les heures canoniales, qui comprenait les matines, le premier office du jour. Et par « jour », on entendait la partie la plus sombre de la nuit, quand même les hiboux hésitaient encore à se réveiller. 20h08 la cloche sonnait, souvent actionnée par celui qui avait tiré la courte paille, et tout le dortoir d'âmes vêtues de robes, privées de sommeil, se dirigeait en silence vers la chapelle. Et oui, toujours en tenue complète, car les moines n'avaient pas de pyjama. Le seul système de superposition auquel ils croyaient était spirituel. À l'intérieur de la chapelle, à la lueur vacillante des bougies et sous l'écho des voûtes de pierre, ils chantaient des psaumes, récitaient des écritures et faisaient de leur mieux pour ne pas s'endormir debout. Ce qui, soit dit en passant, était un vrai problème. Il existe des récits de moines punis pour s'être assoupis pendant la prière, généralement avec des corvées supplémentaires ou davantage de prières. Vous vous êtes endormi aux matines ? Félicitations, vous devez maintenant diriger la suivante. Les matines pouvaient durer 1 heure ou plus. Certains ordres particulièrement enthousiastes les prolongeaient jusqu'à 2 heures. Imaginez essayer de rester spirituellement concentré alors que votre estomac vous rappelle que le dîner était un bol de lentilles et une leçon morale, et que votre corps est en train de s'éteindre. Après l'office, les moines retournaient soit au lit pour leur second sommeil, soit, dans les ordres plus stricts,
Passez directement à l'étude ou au travail manuel, car rien ne dit discipline sacrée comme battre le blé après 4 heures de repos fragmenté. Pourquoi si tôt ? L'idée était de sacrifier le confort et de consacrer la première et la plus silencieuse partie de la nuit à Dieu, sans être interrompu par les tentations de la lumière du jour, de la chaleur ou des cycles de sommeil. C'était un puissant symbole de dévotion. Ou du moins, une fois que vous aviez surmonté les pieds engourdis, la fumée des bougies et le chant faux du frère Ambroise. Dans le monde moderne, dormir seul est souvent considéré comme un luxe, un signe d'indépendance, de paix ou simplement la possibilité de contrôler la couverture. Dans le monde médiéval, cependant, dormir seul était jugé suspect, impraticable ou carrément dangereux. Commençons par les bases, la chaleur. Les lits, comme nous l'avons déjà établi, n'étaient pas vraiment douillets. Les murs de pierre et les cheminées ouvertes ne retenaient pas la chaleur, et le chauffage central était encore à plusieurs pestes de distance. Les gens partageaient donc les lits pour la chaleur corporelle, non par intimité, mais par désespoir thermique. Les enfants dormaient avec leurs frères et sœurs, leurs parents, et parfois l'enfant du voisin en visite. C'était comme une soirée pyjama, sauf que personne ne vous demandait si vous vouliez y être. Mais au-delà de la chaleur, il y avait une raison spirituelle au sommeil en groupe. Beaucoup croyaient que la nuit était le moment où le diable travaillait en heures supplémentaires. Seul dans l'obscurité, votre âme pouvait être vulnérable à la tentation, pire, à la possession. Avoir d'autres personnes à proximité créait une sorte de zone tampon morale. Si quelque chose tournait mal, au moins quelqu'un pouvait en être témoin ou attraper le démon en premier. Pour les enfants, être seul la nuit était pratiquement impensable. Pas seulement pour le confort, mais parce que fantômes, fées et esprits errants faisaient partie du paysage nocturne. Les contes mettaient en garde contre le sommeil solitaire comme une porte ouverte vers les bêtises et le péril spirituel. Et contrairement aux histoires du soir moderne, ces récits ne se terminaient pas par des câlins, mais par des disparitions. Même les couples mariés partageaient souvent leur lit avec des enfants, des domestiques ou des invités de passage. La vie privée n'était pas un concept, mais plutôt un mythe moderne. En fait, l'idée de 2 personnes dormant seules dans un grand lit était si étrangère qu'elle aurait été considérée comme soit du gaspillage, soit profondément suspecte. Dans les contextes religieux, même les moines dormaient souvent en communauté. Et si quelqu'un était assigné à dormir seul, c'était souvent pour des raisons disciplinaires. Oui, dans certains cas, être seul dans un lit était littéralement une punition. Logique médiévale, le sommeil solitaire offre une opportunité de péché. Le sommeil en groupe, une responsabilité publique. La prochaine fois que vous serez blotti dans votre propre lit avec votre propre couverture, dans une chambre qui ne sent pas la chèvre, profitez du silence. Au Moyen-Âge, vous auriez probablement eu 2 enfants, un chien de berger et un cousin avec vous, tous en train de ronfler. Si vous vous êtes déjà endormi assis dans un cours, une carriole ou une salle d'attente chez le dentiste, vous vous êtes sûrement réveillé avec un torticolis et un profond regret. Mais au Moyen-Âge, dormir assis n'était pas un accident. C'était un mode de vie. Certains médiévaux, particulièrement les riches ou les très pieux, choisissaient de dormir redressés plutôt qu'allongés. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, aucune particulièrement reposante. D'abord, il y avait une croyance médicale selon laquelle s'allonger à plat était mauvais pour la digestion, les poumons ou l'équilibre général des humeurs du corps. Dans un monde où les médecins pensaient qu'un éternuement pouvait réarranger votre âme, cette logique avait du sens. Dormir assis, pensait-il, aidait à éviter la congestion du cerveau, ce qui semble inquiétant, mais signifiait surtout ne pas se noyer dans son propre mucus. Ensuite, il y avait des préoccupations spirituelles. S'allonger à plat était considéré trop proche de la posture des morts. On ne voulait pas confondre Dieu, pire, attirer l'attention de l'ange de la mort en dormant dans la même position que celle utilisée aux funérailles. Superstitieux ? Absolument. Mais quand votre prêtre local faisait aussi office de consultant médical, vous choisissiez vos batailles avec prudence. En conséquence, les gens dormaient souvent partiellement inclinés, soutenus par de grands coussins, des oreillers ou l'équivalent médiéval d'un fauteuil inclinable. Les nobles faisaient parfois installer des supports inclinés dans leur lit pour maintenir une posture semi-assise, parfaite pour digérer une tourte au porc ou repousser une attaque démoniaque surprise. Les moines allaient plus loin. Dans les ordres plus stricts, ils pouvaient dormir assis sur un banc ou appuyés contre un mur froid, avec seulement une capuche pour étouffer l'inconfort. Ce n'était pas une question de santé. C'était une question de discipline. Si vous étiez trop à l'aise, vous pouviez rêver. Si vous rêviez, vous pouviez pécher. Et si vous péchiez, bienvenue à la confession à 5 heures du matin. Autant dire que ce n'était pas du repos de qualité.
C'était une question de vertu, d'inconfort et de théologie légèrement confuse. Oubliez les cauchemars ou les gobelins sous le lit. Pour les médiévaux, les vrais monstres de la nuit étaient déjà dans les draps, petits, persistants et totalement indifférents à vos prières. Nous parlons bien sûr des puces, des poux et de la mascotte officieuse de la chambre médiévale, la punaise de lit. Ne faisons pas de détour, l'hygiène n'était pas vraiment le point fort de l'Europe médiévale. Les bains étaient rares, la lessive coûteuse, et le savon parfois fabriqué à partir de substances qu'il valait mieux ne pas nommer. Ajoutez à cela des matelas remplis de paille, des literies partagées et parfois une poule vivante sous vos pieds, et vous obtenez l'environnement parfait pour un buffet à volonté de parasites. Les puces et les poux étaient si communs qu'ils étaient pratiquement des colocataires. Les paysans y faisaient face quotidiennement. Les nobles, malgré leurs draps de satin et leurs lits de plumes, n'étaient pas épargnés. En fait, certaines maisons riches avaient des serviteurs dédiés à enlever les poux des cheveux et des vêtements de leur maître. Imaginez ce titre de poste, maître du cuir chevelu royal. Les punaises de lit, quant à elles, étaient les assassins silencieux du sommeil médiéval. Elles se cachaient dans les cadres en bois, les coutures des matelas et même les fissures des murs de pierre, sortant la nuit pour festoyer comme de minuscules vampires. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les médiévaux portaient des bonnets de nuit et dormaient entièrement vêtus, ce n'était pas toujours pour la chaleur. Parfois, c'était une armure antiparasite. Les solutions allaient du légèrement efficace au franchement délirante. Certaines maisons brûlaient des herbes à forte odeur comme l'armoise ou la tanésie pour repousser les insectes. D'autres dormaient avec de l'ail, des oignons ou même des cendres dans le lit, ce qui n'aidait peut-être pas contre les parasites, mais réduisait certainement les élans romantiques. Ce n'était pas seulement un inconfort physique. Les puces étaient souvent vues comme des symboles de péché ou d'impureté morale, des rappels mordants de la chute de l'homme et de mauvais choix de literie. Des poèmes entiers furent écrits sur les puces, certains moralisateurs, d'autres étrangement romantiques. Car rien ne dit « je t'aime » comme « soyons unis comme la puce qui nous mord tous les deux ». Ainsi, tandis que le sommeil moderne est interrompu par les téléphones qui bourdonnent et les lampadaires, le sommeil médiéval était plus probablement perturbé par des démangeaisons, des sursauts et la subtile impression que quelque chose rampait sur votre jambe. Parce que c'était le cas. Nous avons tous connu des nuits agitées. Mais avez-vous déjà essayé de vous endormir en portant 45 kilos de fer? Non? Eh bien, au Moyen Âge, certains le faisaient, car apparemment rien ne dit « doux rêve » comme être prêt à ajouter dans son sommeil. Soyons clairs, la plupart des gens, même les chevaliers, ne dormaient pas régulièrement en armure complète. C'était chaud, lourd et bruyant. Essayer de se retourner dans une cotte de mailles, c'est un peu comme tenter de faire une sieste dans un sac de couverts. Mais en temps de guerre ou en territoire hostile, dormir partiellement armé était considéré comme le choix le plus sûr. Confort, optionnel. Survie, fortement recommandé. Un chevalier en campagne pouvait n'enlever que son casque et ses gantelets, gardant sa cotte de maille ou sa cuirasse, au cas où les ennemis décideraient d'organiser une fête surprise à minuit. Rien de tel que de se réveiller au son des sabots et de devoir s'équiper en rêvant encore de navets. Dans les châteaux assiégés, les hommes d'armes pouvaient même dormir avec des épées ou des haches à leur côté, comme des couvertures de sécurité très agressives. Les boucliers servaient d'oreiller. Et si l'ennemi franchissait les murs, au moins vous n'aviez pas besoin de vous habiller. Priorité. Bien sûr, dormir en armure n'était pas exactement réparateur. Le fer n'est pas respirant, et la cotte de maille a la fâcheuse habitude de pincer la peau. Ajoutez les sols de pierre froide, une literie minimale et les bruits ambiants de camarades ronflants et de torchées crépitantes, et vous obtenez un environnement de sommeil qui se situe quelque part en dessous du terminal d'aéroport sur l'échelle du confort. Même ceux qui n'étaient pas en bataille portaient parfois des protections légères en dormant dans des régions dangereuses. Les marchands itinérants ou les gardes de nuit pouvaient faire une sieste dans des gambisons, ces vestes épaisses et matelassées qui offraient un peu de protection et légèrement plus de confort que le simple soutien moral de la prière. Et n'oublions pas que l'armure n'était pas exactement discrète. Si vous vous retourniez du mauvais côté, vous pouviez faire un tel vacarme que tout le monde se réveillait en pensant que l'apocalypse était revenu. À une époque où les démons nocturnes, les infestations de poux et les cochons dans le lit n'étaient pas inhabituels, on pourrait croire que le somnambulisme n'était qu'un désagrément médiéval de plus. Mais non, c'était bien plus dramatique. Au Moyen Âge, si vous commenciez à errer en dormant, on ne mettait pas cela sur le compte du stress ou de la fatigue. On supposait que vous étiez possédé, ensorcelé ou que vous aviez des affaires inachevées avec le Saint-Empire romain germanique. Le somnambulisme, ou une octambulation, si vous vouliez impressionner le moine local, était mal compris et souvent craint.
L'idée qu'une personne puisse se lever de sa paillasse, traverser la pièce et fixer un mur était perçue non comme une parasomnie inoffensive, mais comme une répétition générale du diable. Les récits de l'époque suggèrent que les gens étaient réellement effrayés par les somnambules. Imaginez cela, un homme en longue chemise de nuit, une bougie à la main, les yeux vitreux, marmonnant du latin qu'il ne connaissait pas, tout en enjambant du bétail. On pensait à un fantôme, un hérétique ou les deux. Et selon votre prêtre local, un exorcisme pouvait être prévu avant le petit déjeuner. Certains croyaient que le somnambulisme était causé par de mauvaises humeurs, en particulier trop de bile noire, ce fourre-tout médiéval pour tout ce qu'on ne pouvait expliquer. D'autres pensaient que cela se produisait parce que l'âme était temporairement libérée pendant le sommeil, laissant le corps errer comme une mule sans surveillance. Pour éviter ces aventures nocturnes, les gens essayaient tout, remèdes à base de plantes, prières au-dessus du lit, amulettes de fer suspendues, ou dans les zones rurales, attacher la jambe de la personne à une chaise. Cela peut sembler extrême, mais rappelez-vous que certaines maisons médiévales avaient des foyers ouverts, des couteaux partout et des pots de chambre prêts à être renversés tragiquement. Il y avait même des rumeurs de personnes grimpant sur les toits en dormant. Qu'elles soient exagérées ou non, la peur des rêveurs bondissants conduisit à des fenêtres grillagées et à des débats théologiques sur la possibilité de pécher en étant inconscient. Heureusement, la plupart des somnambules se contentaient de marcher, de marmonner ou d'essayer d'ouvrir des portes imaginaires. Mais si quelqu'un somnambulait dans une église, les habitants pouvaient y voir un signe divin ou organiser un rituel de purification pour couvrir toutes les bases spirituelles. La vie médiévale apprenait aux gens à dormir dans le chaos. Cloches d'église, orages, bétail hurlant, sièges occasionnels. Pour les habitants épuisés du Moyen Âge, tout cela n'était que du bruit ambiant. La version médiévale du bruit blanc. Commençons par les cloches. Les cloches d'église marquaient chaque moment sacré de la journée. Lever du soleil, heure de prière, repas, et bien sûr l'heure impie des matines à 2 ou 3 heures du matin. Si vous viviez près d'un monastère, vos rêves étaient probablement accompagnés de ce carillon régulier. À un moment donné, le cerveau s'y habituait. Les cloches devenaient la berceuse d'une âme surchargée. Et il n'y avait pas que les cloches. Les tempêtes étaient fréquentes et terrifiantes. Sans application météo ni fenêtre à triple vitrage, chaque coup de tonnerre semblait annoncer la fin du monde. Les toits fuyaient, les fenêtres tremblaient et les cheminées hurlaient comme des banshés. Pourtant, les gens dormaient. Ils devaient. Le travail ne s'arrêtait pas pour cause d'insomnie. Ni le labour, ni la prière, ni la fuite devant les Vikings. Les invasions et les événements apocalyptiques n'étaient pas toujours un obstacle au coucher non plus. Au XIVe siècle, les gens continuaient à dormir malgré la famine, la guerre et même la peste noire. Quand les charrettes de mort passaient le matin, c'était considéré comme un réveil lugubre plutôt qu'une raison de paniquer. Et si vous ne vous réveilliez pas, certains pensaient que c'était une miséricorde. Il existe même des récits de personnes dormant à travers des tremblements de terre, des incendies de granges et des foules en colère. La privation de sommeil était courante et les corps s'adaptaient. Si vous travailliez du lever au coucher du soleil, mangiez à peine assez pour survivre et passiez vos journées à éviter la boue, les impôts et la damnation spirituelle, vous alliez vous endormir profondément. Et puis il y avait ceux qui utilisaient le sommeil comme une échappatoire. Face à la maladie, au chagrin ou à la peur que le monde ne finisse, prédite à peu près chaque siècle, certains se recroquevillaient sous une cape, marmonnaient une prière et faisaient une sieste. Il y a une étrange forme de sagesse là-dedans. En hiver 1692, le village de Salem, Massachusetts, était enveloppé de bien plus que de neige. Il était enveloppé de tensions, de suspicions et d'une peur silencieuse qui s'infiltrait dans les maisons à colombage et les champs gelés. Les habitants de Salem étaient des puritains, stricts, pieux et profondément superstitieux. Ils croyaient bâtir une communauté sacrée dans le désert, une cité sur la colline observée par Dieu et traquée par Satan. La vie était déjà dure. Le village venait de se séparer de Salem Town pour des raisons politiques et religieuses. Les récoltes avaient échoué. La variole avait ravagé les communautés voisines. Les guerres avec les tribus autochtones avaient laissé beaucoup traumatisés. Il y avait des tensions entre voisins, des disputes d'héritage et une profonde rancune envers les étrangers ou ceux qui ne correspondaient pas vraiment aux normes. Ajoutez à cela le long et sombre hiver de la Nouvelle-Angleterre, et quelque chose devait finir par se briser. Cette rupture survint dans la maison du révérend Samuel Parry, le ministre du village. Sa fille de 9 ans, Betty, et sa nièce de 11 ans, Abigail Williams, commencèrent à se comporter étrangement. Elle hurlait de façon incontrôlable. Elle lançait des objets. Elle contorsionnait leur corps de manière anormale. Parfois,
elle restait silencieuse pendant des heures, les yeux grands ouverts de terreur. Les voisins murmuraient qu'elles étaient maudites. Les filles affirmaient être pincées et mordues par des forces invisibles. Le révérend Parry, ne sachant que faire, fit appel à un médecin local, William Grigg. Après avoir échoué à trouver une cause physique, Grigg donna le diagnostic qui allait plonger le village dans le chaos, sorcellerie. Ce mot unique mit le feu aux peurs déjà présentes à Salem. Dans un endroit où l'on croyait les sorcières réelles, dangereuses servantes du diable, l'idée n'était pas farfelue. Et si le diable pouvait s'introduire dans la maison du ministre lui-même, que signifiait cela pour le reste de la communauté? Les filles, encouragées par les adultes et leurs pères, commencèrent à donner des noms. D'abord elles accusèrent des femmes marginales, des parias. Mais bientôt les accusations atteignirent les respectables, les riches, même les pieux. Salem était un petit village, mais ce qui allait se produire résonnerait bien au-delà de ses frontières. Ce qui avait commencé comme des murmures dans l'obscurité devint bientôt des cris depuis les gibets et un héritage de paranoïa qui hante encore les livres d'histoire américains. Une fois l'idée de sorcellerie enracinée à Salem, elle se répandit comme du lierre, silencieuse au début, puis étranglant tout ce qu'elle touchait. Les filles affligées, Betty Parry, Abigail Williams, et bientôt d'autres comme Anne Putnam Jr. et Mercy Lewis, semblaient devenir plus audacieuses chaque jour. Elles convulsaient au tribunal, hurlaient pendant les prières et affirmaient voir des esprits sombres planer au-dessus de certains villages. Ce n'était pas seulement de l'imagination enfantine. C'était théâtral, public, plus inquiétant encore, cru. Les premières accusées furent celles qui avaient le moins de protection, des femmes déjà en marge de la société. Sarah Good, une mendiante sans abri, était connue pour marmonner lorsqu'on la chassait des portes. Les gens prétendaient que ses murmures étaient des malédictions. Elle fumait une pipe. Elle réprimandait les enfants. Elle correspondait au modèle de la sorcière parce qu'elle ne correspondait pas au modèle de la femme puritaine. Sarah Osborne n'avait pas assisté à l'église depuis plus d'1 an et avait scandalisé la communauté en épousant son serviteur sous contrat après la mort de son premier mari. Une femme qui défiait les conventions, clairement suspecte. Tituba, l'esclave dans la maison du révérend Parry, était la plus exotique de toutes. Originaire de la Barbade, ses récits, son accent et son folklore effrayaient les villageois. Sous la pression, peut-être même sous les coups, Tituba avoua la sorcellerie. Mais au lieu d'apaiser les esprits, sa confession ouvrit grand les portes du chaos. Elle raconta l'histoire d'un grand homme vêtu de noir, une figure associée au diable, qui lui demanda de signer un livre. Elle dit avoir vu des animaux étranges, des oiseaux jaunes, des chats rouges et même des chiens spectraux. Mais le plus accablant fut qu'elle affirma qu'il y avait d'autres sorcières à Salem. C'était tout ce que le tribunal avait besoin d'entendre. Une fois la porte ouverte par Tituba, d'autres s'y engouffrèrent. De nouveaux noms furent ajoutés chaque semaine. Les voisins se retournèrent les uns contre les autres. Les vieilles rancunes se déguisèrent en accusations pieuses. Les disputes de propriété devinrent des agressions spectrales. Si une vache mourait soudainement, c'était de la sorcellerie. Si un bébé pleurait pendant une prière, c'était sûrement l'œuvre du diable. La peur devint si contagieuse que même les innocents n'osaient pas parler. Défendre une sorcière accusée, c'était attirer la suspicion sur soi. Le silence était la sécurité. Ainsi, la toile des accusations s'élargit, piégeant le village dans ses fils invisibles. La logique s'effaçait. L'hystérie prenait le contrôle. À mesure que les accusations s'accumulaient et que le village atteignait son paroxysme, le gouvernement colonial intervint. Le gouverneur William Phipp, récemment nommé et désireux de maintenir l'ordre, établit un tribunal spécial pour gérer le chaos. On l'appela le tribunal doyer et terminé, du français entendre et juger. Mais ce qu'il devint réellement, c'était une usine de justice alimentée par la peur. Le tribunal se réunit à Salem Town en juin 1692, et ce n'était pas un tribunal ordinaire. Ses règles étaient déformées par la panique. Au lieu d'exiger des preuves solides ou des témoins fiables, il autorisa quelque chose de bien plus dangereux, les preuves spectrales. Les preuves spectrales étaient des témoignages affirmant qu'un esprit ou un spectre de l'accusé avait tourmenté la victime. En d'autres termes, si une personne affirmait avoir vu votre forme fantomatique dans un rêve en train de l'étrangler, cela était recevable au tribunal. Peu importe que l'accusé ait été endormi à l'église ou à des kilomètres de là. C'était son esprit qui faisait l'œuvre du diable. Vous ne pouviez pas contre-interroger un rêve. Et pire encore, vous ne pouviez pas le réfuter. Les enfants étaient désormais considérés comme des témoins vedettes. Leurs crises, leurs hurlements et leur allaitement au tribunal devenaient chaque jour plus théâtraux. Une fille, Mary Walcott,
tombait en convulsions dès qu'une sorcière présumée entrait dans la salle. Si un prisonnier la regardait, elle criait. S'il ne la regardait pas, elle criait encore plus fort. Les performances étaient envoûtantes et les juges, dont l'influx Samuel Sewall et le juge en chef William Stoughton, acceptèrent tout. Les avocats de la défense n'existaient pas. Le concept n'était pas présent dans les procès coloniaux. Si vous étiez accusé, vous faisiez face seul. Si vous niiez les charges, les filles affligées se tordaient de douleur. Si vous confessiez, vous pouviez être épargné de la mort, mais seulement si vous nommiez d'autres personnes. Le système récompensait les mensonges et punissait le silence. Pire encore, les procès devinrent des spectacles publics. Les gens voyageaient depuis les villes voisines pour y assister. Les accusés étaient amenés au tribunal enchaînés, souvent déconcertés, souvent pauvres, et presque toujours impuissants. Pourtant, tout le monde n'y croyait pas. Certains habitants murmuraient que les filles simulaient. D'autres se demandaient pourquoi seuls certains types de personnes étaient accusés. Mais peu osaient parler ouvertement. Remettre en question le tribunal signifiait remettre en question la volonté de Dieu. À Salem, la raison avait cédé la place, et la loi était devenue un miroir reflétant la peur, non la justice. Le 10 juin 1692, la potence de Salem réclama sa première victime, Bridget Bishop. Elle n'était pas étrangère au scandale. Sa réputation en faisait une cible facile. Elle portait des vêtements rouges vifs, tenait une taverne et avait déjà été accusée de sorcellerie des années auparavant. Pendant son procès, des voisins témoignèrent que son esprit les pinçait la nuit, que leur bébé mourait après son passage, et qu'elle gardait des poupées enchantées. Elle nia tout. Pourtant, le tribunal la déclara coupable. Elle fut conduite à Gallowhill, une terre stérile et balayée par le vent juste à l'extérieur de Salem. Pas de prière, pas de miséricorde. La corde fut tirée. La foule regarda, et avec cette exécution, la machine de mort commença à tourner. Les pendaisons suivantes arrivèrent rapidement. Le 19 juillet, 5 autres femmes furent exécutées. Sarah Good, Susanna Martin, Rebecca Nurse, Elizabeth Howe et Sarah Wild. Certaines avaient une bonne réputation à l'église. Rebecca Nurse, en particulier, fut un cas choquant. Une femme âgée, pieuse, aimée de la communauté. Même le jury l'avait d'abord déclarée non coupable. Mais sous la pression du tribunal et des filles affligées, le verdict fut renversé. Ces derniers mots résonnèrent comme un avertissement, « Je suis aussi innocente que l'enfant à naître ». Mais cela n'avait pas d'importance. La potence ne faisait pas de distinction. En août, d'autres exécutions suivirent. Le 22 septembre, le jour le plus meurtrier, 8 personnes furent pendues en une seule matinée. Parmi elles, Martha Corey, une femme qui avait douté des procès dès le début, et son mari, Giles Corey, qui connut un sort différent. Giles refusa de plaider. Le tribunal, incapable de poursuivre sans plaidoyer, recourut à une ancienne punition anglaise, pain fort et dur. Il fut écrasé à mort. Des pierres furent lentement empilées sur sa poitrine pendant 3 jours. Ses derniers mots, selon la légende, furent « plus de poids ». À la fin de l'hystérie, 19 personnes avaient été pendues, une écrasée à mort, et au moins 5 autres étaient mortes en prison en attendant leur procès. Des dizaines avaient confessé faussement pour sauver leur vie. Plus de 200 personnes furent accusées. La potence projetait de longues ombres sur Salem, non seulement sur la colline, mais dans chaque cœur. La peur était devenue loi, et la justice, aveuglée, avait été conduite à l'échafaud. Tandis que les exécutions occupaient le devant de la scène, des centaines d'autres attendaient dans des prisons étroites et nauséabondes, espérant un verdict ou un miracle. La petite prison de Salem ne pouvait pas contenir tout le monde. Les accusés furent détenus dans des villes voisines comme Ipswich et Boston, enchaînés aux murs, affamés, gelés et oubliés. La plupart des accusés n'étaient pas des sorcières ni même des marginaux. C'étaient des voisins, des amis, des parents, des enfants, des gens dont le seul crime était une querelle avec la mauvaise personne ou la possession d'une terre convoitée. Dans de nombreux cas, des rancunes personnelles déguisées en justice divine alimentaient les accusations. Un cochon entrait dans la cour d'un voisin et mourait. Sorcellerie. Quelqu'un refusait d'aider à couper du bois. Clairement, il avait maudit la hache. Mary East, sœur de Rebecca Nurse exécutée, fut l'un de ces cas. C'était une mère respectée de cet enfant, connue pour sa piété. Initialement libérée par le tribunal, elle fut de nouveau arrêtée quelques jours plus tard après de nouvelles crises des filles affligées. Cette seconde arrestation scella son destin. Dans une ultime pétition au juge, Marie ne supplia pas pour sa propre vie, mais demanda qu'il mette fin à ces procédures avant que davantage de sang innocent ne soit versé. Elle fut pendue peu après.
Un autre cas notable fut celui de Dorothy Good, la fille de 4 ans de Sarah Good. Après l'arrestation de sa mère, Dorothy fut interrogée, sous pression, avoua être une sorcière. Ses réponses, mélange de peur et de balbutiements, furent prises pour argent comptant. Elle fut emprisonnée pendant 8 mois, enchaînée. Lorsqu'elle fut enfin libérée, elle était mentalement brisée, ne se remettant jamais du traumatisme. Les femmes enceintes n'étaient pas épargnées. Elizabeth Proctor, dont le mari John Proctor fut plus tard pendu, fut reconnue coupable et condamnée à mort. Mais parce qu'elle était enceinte, son exécution fut retardée. Cela lui sauva probablement la vie. Elle donna naissance en prison et fut finalement libérée après la fin des procès. Les accusations se multiplièrent. Certains accusés confessèrent par désespoir pour éviter la mort, puis nommèrent d'autres afin de détourner la suspicion. Des familles entières furent entraînées dans la spirale. Père, épouse, fille, personne n'était hors d'atteinte. Pendant ce temps, les prisons débordaient. La nourriture était rare. Les maladies se répandaient. Certains mouraient en attendant leur procès, perdus dans le vide juridique de la paranoïa, et chaque semaine de nouveaux noms s'ajoutaient. À Salem, il ne comptait plus qui vous étiez, seulement qui était prêt à prononcer votre nom. À l'automne 1692, le sortilège de l'hystérie commença à se fissurer. Non pas parce que le tribunal retrouvait la raison, mais parce que la réalité s'imposait. Le tournant survint lorsque les accusations devinrent trop audacieuses. Des personnes qui avaient soutenu les procès se retrouvèrent soudain du mauvais côté. Le révérend George Burroughs, ancien ministre de Salem, fut arrêté et accusé d'être le chef des sorcières. Il était instruit, éloquent, et avait déjà eu des différends avec des familles influentes du village. Cela suffisait. Mais le jour de son exécution, Burroughs fit quelque chose de choquant. Il se tint sur la potence et récita parfaitement le Notre Père, une prière que l'on croyait impossible pour les sorciers. La foule se tut. Certains pleurèrent. Même les observateurs les plus endurcis furent ébranlés, mais l'exécution eut lieu. Ce moment sema un doute. Puis vint l'accusation de Mary Phipp, l'épouse du gouverneur William Phipp. Soudain, l'hystérie atteignait le sommet de l'échelle sociale de la colonie. Phipp, déjà troublé par les critiques croissantes et le chaos, prit enfin des mesures. En octobre 1692, il dissout le tribunal douairier et terminé, stoppant toutes les exécutions et procès en cours. Le sentiment public avait changé. Les ministres, autrefois silencieux ou complices, commencèrent à s'exprimer. Increas Mater, l'un des théologiens les plus respectés de la colonie, dénonça l'usage des preuves spectrales. Il vaut mieux que 10 sorcières présumées échappent que qu'une seule personne innocente soit condamnée. Une pensée radicale dans une société qui, pendant des mois, avait cru l'inverse. Les gens qui avaient applaudi les procès commencèrent à les remettre en question. Les prisons étaient encore pleines, mais l'appétit pour plus de sang s'était émoussé. Trop de figures respectées étaient accusées. Trop d'innocents avaient été enterrés. Les villageois comprenaient que ce n'était pas la justice divine, mais la folie. Les confessions cessèrent. Certains accusateurs se rétractèrent. D'autres disparurent de la scène publique. Ceux qui avaient crié le plus fort baissèrent désormais les yeux. La peur n'avait pas disparu, mais elle s'était épuisée. Le public voulait la stabilité. Les autorités voulaient sauver la face. Et Salem, meurtri et honteux, était enfin prêt à se réveiller de son cauchemar. La tempête se brisait. Mais les dégâts étaient déjà faits. À la fin de 1692, le système judiciaire qui avait alimenté l'hystérie s'effondra sous le poids de son absurdité. Avec la dissolution du tribunal douairier et terminée en octobre, un nouveau tribunal plus prudent, la Cour supérieure de judicature, fut formé début 1693. Cette fois, les choses étaient différentes. Les preuves spectrales n'étaient plus admises et les juges se montraient beaucoup plus sceptiques face aux affirmations extravagantes des accusateurs. Résultat, les condamnations ralentirent considérablement. Beaucoup d'accusés furent acquittés. Sur les 56 affaires portées devant le nouveau tribunal, la majorité furent relâchés. Même ceux qui avaient avoué commencèrent à se rétracter, admettant que la peur, la torture ou la pression les avaient forcés à mentir. Les performances dramatiques des filles affligées perdirent leur pouvoir de persuasion. Le cas le plus marquant dans le délitement des procès fut celui du révérend Samuel Willard, un ministre respecté qui fut suspecté. Bien qu'il ne fût jamais officiellement inculpé, le fait qu'un homme aussi pieux puisse être suspecté montrait à quel point le processus était devenu arbitraire et corrompu. Le tribunal, autrefois féroce, était désormais prudent. On commença à libérer discrètement ceux qui étaient encore en prison.
D'abord ceux contre qui il y avait peu de preuves, puis même ceux qui avaient avoué sous la contrainte. Pendant ce temps, les familles des exécutés commencèrent à réclamer justice. Les enfants de John Proctor demandèrent la restitution de ses biens. La famille de Rebecca Nurse lança une campagne pour laver son nom. Avec le temps, la honte communautaire remplaça la peur. Les congrégations se fracturèrent. Les amitiés furent brisées. Le tissu social de Salem fut déchiré. Le gouverneur Phipp, conscient de l'embarras international croissant de la colonie, gracia les prisonniers restants en 1693. Mais même la liberté eut un prix. Beaucoup de familles durent payer leurs propres frais de prison avant d'être libérées. Imaginez perdre votre maison, votre santé et presque votre vie, pour ensuite recevoir une facture pour le privilège d'avoir survécu. À la fin de l'épreuve, 19 personnes avaient été pendues, une écrasée à mort, 5 étaient mortes en prison, et plus de 200 avaient été accusés. Le tribunal ne s'était pas seulement effondré, il avait implosé, laissant derrière lui un cratère de culpabilité, de chagrin et d'incrédulité. Les procès avaient pris fin, mais la guérison n'avait même pas commencé. Salem était un village à jamais marqué par les vies perdues, la justice abandonnée et le miroir qu'il devait désormais affronter. Les potences étaient silencieuses, les prisons vidées, mais Salem était loin d'être paisible. La ville n'était pas hantée par des fantômes, mais par la culpabilité. Ce qui avait commencé avec quelques filles malades s'était transformé en un acte collectif de destruction. Des familles avaient été déchirées, des réputations ruinées, des vies innocentes détruites. Et maintenant, les survivants devaient vivre dans les ruines. Les voisins ne pouvaient plus se regarder dans les yeux. Les mêmes personnes qui priaient ensemble avaient témoigné les unes contre les autres. Certaines des filles affligées quittèrent discrètement la ville. D'autres disparurent de la vie publique. Quelques-unes, comme Anne Putnam Jr. exprimèrent plus tard des remords. En 1706, elle se tint devant sa congrégation et s'excusa publiquement pour son rôle dans les procès, accusant une illusion de Satan. Mais pour beaucoup, les dégâts étaient irréparables. Les responsables du tribunal portaient eux aussi leur fardeau. Le juge Samuel Sual, l'une des figures les plus importantes des procès, fut l'un des rares à admettre ses torts. Dans un remarquable acte de pénitence publique, il se leva lors d'un office religieux en 1697 tandis qu'un ministre lisait sa confession et sa prière de pardon. C'était un rare moment de responsabilité dans une époque où la plupart cherchaient à oublier. Mais oublier n'était pas facile. Les familles des condamnés commencèrent à demander des compensations. Au fil des années, des pétitions inondèrent le gouvernement du Massachusetts, réclamant des pardons officiels, la restitution des biens et la reconnaissance publique de l'innocence des exécutés. Lentement, le gouvernement répondit. En 1711, la colonie adopta une loi restaurant les droits et les bons noms de certaines victimes et offrant une restitution financière limitée à leurs héritiers. Mais ce n'était pas complet. Certaines familles, comme les Corey et les Proctor, furent totalement exclues. Le village finit par changer son nom en Denver, peut-être pour se distancer de son passé infâme. Gallow il ne fut jamais officiellement marqué, comme si la ville espérait enterrer non seulement les morts, mais aussi la mémoire de ce qui s'était passé. Mais la mémoire persista dans les sermons, dans les récits, dans le silence entre anciens amis. Salem n'avait pas été maudit par des sorcières. Il avait été maudit par la peur, par l'orgueil et par un pouvoir incontrôlé. Et cette malédiction allait durer bien après la fin des exécutions. Les procès de sorcières de Salem se sont terminés il y a plus de 3 siècles, mais leur héritage continue de résonner, non seulement dans les manuels scolaires et les visites historiques, mais aussi dans notre compréhension de la justice, de la peur et de la fragilité de la vérité. Ce qui s'est passé en 1692 n'était pas simplement un épisode étrange d'hystérie collective. C'était un effondrement de la logique, de la compassion et de l'intégrité juridique face à la panique. Des gens ordinaires, fermiers, sages. La religion fut utilisée comme une arme. Le témoignage devint théâtre. Et le silence devint culpabilité. L'un des aspects les plus glaçants de la tragédie de Salem est la rapidité avec laquelle elle s'est déroulée. En quelques mois, la peur a surpassé les faits. Les vieilles rancunes, déguisées en guerre spirituelle, se transformèrent en sentences de mort. Il n'a pas fallu de démons ni de diables. Il a seulement fallu croire en eux. Mais les procès ont aussi enseigné des leçons durement acquises qui allaient se répercuter dans la société américaine. Dans les années et siècles qui suivirent, l'épisode de Salem fut cité à plusieurs reprises dans les débats sur la procédure régulière et les libertés civiles.
La Constitution américaine, rédigée près d'un siècle plus tard, interdit explicitement des pratiques comme les lois rétroactives et les Bill of Attainder, mesures qui avaient condamné les accusés de Salem. La garantie du droit à un avocat, le droit de confronter ses accusateurs et l'exigence de preuves concrètes furent des principes durement gagnés, forgés en partie dans les cendres de Gallows Hill. De nos jours, l'expression « chasse aux sorcières » est devenue un raccourci pour désigner la persécution politique ou la panique morale, bien qu'elle soit souvent utilisée sans égard pour la véritable terreur que ces mots représentent. En vérité, Salem n'était pas une métaphore. C'était une ville où des gens furent pendus pour des crimes imaginaires, trahis par les systèmes même censés les protéger. Peut-être que la leçon la plus durable est celle-ci, la peur incontrôlée peut devenir une forme de tyrannie. Et lorsque la peur est légitimée par le pouvoir, par les tribunaux, par les églises, par les gouvernements, elle devient presque imparable. Les procès de sorcières de Salem sont un avertissement, non seulement sur la descente d'un village dans la folie, mais sur la facilité avec laquelle la raison peut s'effondrer lorsque la peur reçoit autorité. Les potents sont disparus, les tribunaux sont silencieux, mais l'avertissement demeure. La vérité est fragile. La justice n'est pas automatique et l'histoire a tendance à se répéter, à moins que nous nous en souvenions. Fulvia naquit vers 83 avenue Jésus-Christ. Dans la famille Fulvia, une maison plébéienne ancienne qui avait gravi les échelons de la politique romaine. Bien que n'étant pas l'une des plus vieilles familles patriciennes, les Fulvi avaient produit des consuls, des généraux et des orateurs. Leur lignée portait à la fois l'ambition et un goût pour la disruption. Son père, Marcus Fulvius Bambalio, était connu davantage pour son bégaiement que pour son héritage politique. Son surnom, Bambalio, faisait littéralement référence à son défaut d'élocution. Mais Fulvia, elle, n'était pas un bégaiement. Elle était née pour commander. Dès son jeune âge, Fulvia fut entourée par le monde tranchant du pouvoir romain. Les sénateurs et les généraux débattaient de politique dans sa maison. Les élections et les trahisons étaient le quotidien. Elle vit que la politique ne se jouait pas seulement au forum, mais aussi dans les mariages, les funérailles, les rumeurs et les accords secrets. Les femmes des familles romaines élites étaient censées être des partenaires silencieuses, raffinées, instruites et obéissantes. Fulvia brisa toutes ces attentes. Elle était riche, hautement éduquée et bien connectée. Et elle le savait. Bien que sa jeunesse reste floue dans les archives, ses actions ultérieures suggèrent une jeune femme observatrice, politiquement instruite et totalement intrépide. Ce n'était pas quelqu'un qui disparaissait dans l'ombre. Elle avait une forte personnalité, un esprit politique aiguisé et une volonté d'agir même dans l'espace dominé par les hommes de la gouvernance romaine. C'était aussi une période d'instabilité sans précédent. La République s'effondrait. Les guerres civiles, les révoltes populistes et les luttes de pouvoir entre des généraux comme Sylla, Pompée et César transformaient Rome en cocotte-minute. Les anciennes règles s'écroulaient, et Fulvia grandissait en plein milieu de ce chaos. Plutôt que de reculer, elle apprit à l'utiliser. Sa jeunesse ne produisit pas la matrone modeste que Rome idéalisait. Elle produisit une femme qui voyait la politique non comme un monde d'hommes à craindre, mais comme un champ de bataille à maîtriser. Elle allait épouser 3 hommes puissants, chacun acteur radical de l'histoire romaine. Mais Fulvia ne se contenterait pas d'épouser le pouvoir. Elle commanderait des armées, mènerait des révoltes et deviendrait la première femme romaine à apparaître sur une monnaie, non pas comme une déesse, mais comme elle-même. Rome n'était pas prête pour Fulvia, mais elle était prête pour Rome. Son premier mariage fut avec Publius Claudius Pulcher, et il n'avait rien de conventionnel. Claudius n'était pas un noble romain ordinaire. C'était un agitateur populiste, un incendiaire politique avec un goût pour le chaos, le scandale et le pouvoir de la rue. Pour beaucoup de l'élite romaine, il était dangereux. Pour les masses, il était un héros. Et pour Fulvia, il représentait une opportunité stratégique. Leur mariage, au début des années 50 avenue Jésus-Christ, unit Fulvia à l'homme qui avait transformé la République romaine en sa scène personnelle. Claudius était célèbre pour sa défiance théâtrale des traditions. Il s'était une fois déguisé en femme pour infiltrer une cérémonie religieuse féminine sacrée dans la maison de César. Un comportement scandaleux qui ne fit qu'accroître sa popularité. Plus tard, il renonça à son statut patricien pour se présenter au tribunat de la plèbe, une fonction qui lui donnait un droit de veto sur le Sénat. Claudius comprenait la politique de rue romaine mieux que la plupart, et Fulvia, loin d'être une consort passive, était à ses côtés. Elle n'était pas une partenaire silencieuse. Les sources romaines suggèrent que Fulvia participait activement au monde politique de son mari. Elle s'engageait avec ses partisans,
étaient visibles pendant ces campagnes et géraient leur maison comme un centre de la politique claudienne. Ensemble, ils représentaient un nouveau type de couple de pouvoir romain, audacieux, populiste et sans excuses. Mais l'alliance eut un coup. En 52 avenue Jésus-Christ, Claudius fut assassiné sur la voie appienne par les gardes du corps de son rival politique, Titus Annius Milo. Sa mort provoqua un choc à Rome. Mais Fulvia n'était pas prête à pleurer en silence. Elle organisa des funérailles politiques dont les historiens parlent encore aujourd'hui. Elle fit défiler le corps mutilé de Claudius à travers le forum romain, ses blessures sanglantes exposées pour un effet maximal. Le public fut horrifié et enragé. Des émeutes éclatèrent. La curie fut incendiée. Fulvia avait transformé le chagrin personnel en soulèvement public. Ce fut son premier grand acte politique et il réussit. Sa capacité à manipuler l'émotion publique, à utiliser le spectacle comme stratégie et à brandir l'héritage de son mari comme une arme fit d'elle un nouveau type d'actrice dans la politique romaine. Claudius était parti, mais Fulvia était sortie de l'ombre, et Rome ne la verrait plus jamais de la même manière. Fulvia ne s'attarda pas dans le deuil. À Rome, le capital politique avait une durée de vie courte, et Fulvia le comprenait mieux que quiconque. Peu après la mort violente de Claudius Pulché, elle entra dans un second mariage. Cette fois avec Caius Scribonius Curion, une étoile montante de la politique et l'un des plus fervents partisans de Jules César. En apparence, Curion semblait un choix improbable. Il avait une réputation flamboyante et un goût pour le drame, mais derrière cette bravade se cachait un fin stratège politique. En tant que tribun de la plèbe en 50 avenue Jésus-Christ, Curion exerçait une énorme influence durant l'une des périodes les plus instables de Rome. La République vacillait entre guerre et paix, entre les ambitions de César et la résistance du Sénat. Fulvia voyait en Curion non seulement un mari, mais un pont vers le prochain bloc de pouvoir. Ce n'était pas un simple rebond sentimental. C'était une alliance calculée. Avec Claudius disparu, Fulvia avait besoin d'un nouvel ancrage politique, quelqu'un qui pouvait porter l'héritage populiste de son premier mari et qui bénéficiait du soutien de César. Curion remplissait ces deux conditions. Grâce à lui, Fulvia resta solidement intégrée dans les dynamiques mouvantes du pouvoir romain. Elle ne se contenta pas d'épouser le mouvement, elle contribua à le façonner. Fulvia s'assura que les partisans de Claudius restaient actifs, rebrandant leur cause sous la direction de Curion et maintenant les masses urbaines politiquement engagées. Mais le monde romain s'effondrait rapidement. Les tensions entre César et Pompée explosèrent en guerre civile. Curion se jeta dans la bataille, prenant le parti de César. Fulvia, comme toujours, resta politiquement impliquée. On rapporte qu'elle aida à organiser le soutien et à gérer les ressources pour la campagne de son mari. En 49 avenue Jésus-Christ, Curion mena une expédition militaire en Afrique pour sécuriser la position de César, mais ce fut un désastre. Il fut pris en embuscade et tué par les forces du roi Juba de Numidie. Sa mort fut brutale et son armée anéantie. Une fois de plus, Fulvia se retrouva veuve. Et une fois de plus, Rome attendait de voir si elle disparaîtrait dans l'ombre. Elle ne le fit pas. La mort de Curion ne fit que renforcer son statut de veuve politique dotée d'une résilience dangereuse. Elle avait désormais perdu 2 maris dans les troubles civils de Rome, et tous 2 étaient morts en défendant des causes populistes. Mais Fulvia était loin d'en avoir fini. Son partenariat le plus audacieux et son chapitre le plus dramatique restaient à venir. Son 3e et plus célèbre mariage fut avec Marc-Antoine, le général ambitieux et fidèle allié de Jules César. Leur union, conclue vers 47 avenue Jésus-Christ, n'était pas seulement un attachement romantique. C'était une fusion de pouvoir. Fulvia avait déjà prouvé qu'elle était une maîtresse de la politique de rue romaine. Antoine, qui montait rapidement dans les rangs militaires et politiques, avait besoin de ce type de soutien avisé à Rome. Ensemble, ils formèrent l'un des couples les plus puissants de la fin de la République. Au moment de leur mariage, Fulvia n'était plus étrangère au sang et à la trahison. Elle avait enterré 2 maris et déjoué d'innombrables ennemis. Antoine n'était pas étranger au scandale non plus. Il buvait, il jouait, et sa vie personnelle était notoirement chaotique. Mais avec Fulvia, il trouva quelqu'un qui pouvait faire bien plus que l'amuser. Elle pouvait défendre ses intérêts, maintenir ses alliances et mobiliser ses partisans lorsqu'il était en campagne. Et Antoine, malgré son extérieur bravache, comprenait sa valeur. Il lui permit d'exercer une autorité qu'aucune femme romaine n'avait jamais affichée publiquement auparavant. Elle ouvrait sa correspondance. Elle donnait des ordres en son absence. Elle assistait aux réunions et influençait les nominations.
Les sources romaines, pour la plupart hostiles, la décrivaient comme autoritaire et avide de pouvoir. Mais ce qui les dérangeait le plus n'était pas son ambition. C'était qu'elle agissait comme un homme romain dans un monde qui n'avait pas de langage pour une telle femme. Après l'assassinat de César en 44 avenue Jésus-Christ, la République fut de nouveau plongée dans le chaos. Antoine se précipita pour sécuriser sa position d'héritier politique de César. Mais ce fut Fulvia qui contrôla Rome. Tandis qu'Antoine formait le second triumvirat avec Octavien et Lépide, Fulvia agissait comme sa représentante dans la capitale, gérant les réseaux de patronage, coordonnant avec les bandes de rue et s'assurant que les partisans d'Antoine restaient mobilisés. Elle contribua même à arranger la réconciliation officielle d'Antoine avec Octavien en mariant sa fille Claudia à ce dernier, une alliance qui allait plus tard imploser. En public, Fulvia apparaissait non seulement comme l'épouse d'Antoine, mais comme son substitut. Des pièces romaines furent frappées, portant à la fois l'image d'Antoine et son nom, une reconnaissance sans précédent de son statut. Elle n'était pas cachée dans l'ombre du pouvoir. Elle se tenait en pleine lumière. Mais à Rome, le pouvoir était toujours emprunté, et Fulvia allait tester les limites de ce qu'une femme pouvait faire avant que Rome ne réagisse. Tandis qu'Antoine poursuivait des campagnes militaires et des accords politiques à travers le monde romain, c'était Fulvia qui contrôlait les rues de Rome. Elle n'était pas seulement son épouse. Elle était sa régente en tout sauf le nom. Dans une période où la violence, la corruption et l'influence brute maintenaient l'ordre, Fulvia prouva qu'elle pouvait jouer le jeu aussi bien, voire mieux, que n'importe quel homme du Sénat. Rome, après l'assassinat de César, était un champ de bataille sans épée. Le pouvoir était devenu une cible mouvante. Fulvia le comprit et elle ancra l'autorité d'Antoine dans la capitale en devenant son substitut politique. Elle dirigeait les alliés, traitait avec la plèbe urbaine, négociait avec les factions, plus audacieusement, menait la guerre avec des mots et de l'argent. Elle finançait des troupes loyales, offrait des pots de vin pour maintenir l'ordre public et s'assurait que toute législation adoptée favorisait l'avenir d'Antoine. Certaines sources antiques, notamment hostiles comme Aïon et Dion Cassius, peignent Fulvia comme manipulatrice, acariâtre et même belliciste. Mais derrière ces exagérations misogynes se trouvait une femme qui faisait activement de la politique dans un monde qui n'avait aucun protocole pour une femme faisant autre chose que tisser et pleurer. Fulvia construisait des coalitions, soutenait des commandants militaires et émettait même des décrets, des fonctions normalement réservées aux sénateurs et aux consuls. Elle faisait aussi des apparitions publiques et entretenait des relations solides avec les soldats vétérans, un groupe politiquement vital dans les luttes de pouvoir de la fin de la République. Tandis qu'Antoine faisait campagne en Orient, Fulvia était souvent le visage de son autorité en Italie, rencontrant des centurions, influençant les décisions sur la distribution des terres et rappelant aux soldats que leur loyauté envers Antoine venait avec des récompenses. Mais cette accumulation de pouvoir eut un coût. Les aristocrates romains, en particulier la faction alignée avec Octavien, héritier de César et rival de plus en plus amer d'Antoine, ressentaient de la rancune envers l'influence de Fulvia. Ils la voyaient comme une femme trop impliquée dans les légions, les lois et les loyautés. Sa capacité à agir sans tutelle masculine n'était pas seulement menaçante, elle était sans précédent. Fulvia n'était pas naïve. Elle savait que la tension entre Antoine et Octavien grandissait. Elle voyait leur alliance se fissurer et comprenait quelque chose que ni l'un ni l'autre ne semblait saisir pleinement. La République n'était pas assez grande pour les deux. Alors, Fulvia commença à préparer la prochaine phase. Pas la diplomatie, mais la confrontation. Elle avait soutenu le pouvoir assez longtemps. Désormais, elle était prête à le prendre en main. En 41 avenue Jésus-Christ, Fulvia fit l'impensable. Elle entra en guerre contre Octavien, le futur Auguste. Et elle ne le fit pas en silence. Avec son mari Marc-Antoine encore stationné en Orient, Fulvia et Lucius Antonius, le frère cadet, ils prirent l'initiative de défier l'autorité d'Octavien en Italie. La cause ? Officiellement, il s'agissait de défendre les intérêts d'Antoine et de protéger les droits fonciers des vétérans romains qui lui étaient loyaux. Mais sous la surface, les empreintes de Fulvie étaient partout. Ce n'était pas seulement de la politique. C'était une rébellion militaire menée par une femme romaine. La première et unique fois dans l'histoire romaine où une femme provoqua et organisa activement une guerre civile. Le conflit, connu sous le nom de guerre de Pérouse, fut déclenché par le programme controversé de redistribution des terres d'Octavien, qui déplaça de nombreux Italiens afin de récompenser ses soldats. Fulvie exploita le mécontentement croissant, présentant Octavien comme un tyran et un traître à l'héritage de César. Tandis que Lucius agissait comme son homme de façade au Sénat, Fulvie organisait les opérations en coulisses.
Ensemble, ils levèrent 8 légions et s'emparèrent de la ville de Pérouse, dans l'Italie actuelle. Qu'on ne s'y trompe pas, c'était la guerre de Fulvie. Les sources antiques suggèrent qu'elle était plus investie dans le conflit que Lucius lui-même. Elle rallia les troupes, excita l'opinion publique et correspondit même avec des généraux. Rome bruissait de rumeurs la montrant commandant des légions, donnant des ordres et poussant Lucius vers des affrontements qu'il ne souhaitait pas. Octavien, bien que surpris, réagit rapidement. Il assiégea Pérouse durant l'hiver de 4140 avenue Jésus-Christ, coupant les approvisionnements et écrasant progressivement la ville jusqu'à sa soumission. Fulvie, prise entre la pénurie de vivres et la trahison politique, vit son audacieux pari s'effondrer. Au début de l'an 40 000 avenue Jésus-Christ, la ville se rendit. Lucius Antonius fut épargné, probablement pour éviter d'aliéner Antoine, mais Fulvia fut exilée. La femme qui avait autrefois commandé des émeutes, des mariages, des armées et l'opinion publique était désormais jugée trop dangereuse pour le sol romain. Elle fut envoyée à Sicyone, en Grèce, où elle espérait retrouver Antoine. Mais Antoine ne vint pas. L'alliance autrefois puissante entre mari et femme s'était érodée dans le brouillard de la guerre et de la distance. Fulvia avait agi en son nom, mais peut-être sans sa bénédiction. Elle avait osé faire ce qu'aucune femme romaine n'avait fait auparavant, mener une guerre civile. Et maintenant, la République lui faisait payer le prix. Bannie de Rome, Fulvia arriva à Sicyone, une cité grecque devenue une sorte de purgatoire diplomatique pour les acteurs politiques déchus. Elle était allée à la guerre, non pour un gain personnel, mais au nom de son mari. Elle croyait défendre les intérêts de Marc-Antoine, son honneur et peut-être leur vision commune de Rome. Mais ce qui l'attendait en exil n'était pas un accueil héroïque. C'était le silence. Fulvia avait tout risqué, son statut, ses alliances, sa vie. Et pourtant, Antoine ne se précipita pas pour la rejoindre. En fait, au moment où Fulvia arriva en Grèce, Antoine était déjà impliqué avec Cléopâtre en Égypte. Que leur relation ait déjà commencé ou qu'elle soit en train de naître, le symbole était écrasant. Tandis que Fulvia levait des légions, Antoine levait des coupes lors de banquets aux côtés d'une reine. La trahison fut profonde, non seulement sur le plan personnel, mais aussi politique. Fulvia avait mené une guerre pour protéger le pouvoir d'Antoine en Italie, et en réponse, il l'abandonna. Certains historiens antiques, notamment Plutarque, suggèrent qu'Antoine était furieux qu'elle ait lancé la guerre de Pérouse sans son approbation directe. D'autres affirment qu'il se réjouissait de sa chute, car cela ouvrait la voie à une alliance matrimoniale avec Octavien, qu'elle n'aurait jamais tolérée. Fulvia ne fut pas totalement privée de soutien. Certains soldats d'Antoine, farouchement loyaux, plaidèrent pour une réconciliation. Mais sa santé commença à décliner. Après avoir enduré siège, exil et trahison, Fulvia mourut à Sicyone en 40 avenue Jésus-Christ, peut-être de maladie, de stress ou de chagrin, ou des trois. Elle avait environ 43 ans. Sa mort offrit à Antoine une sortie politique commode. Peu après, il rencontra Octavien et accepta d'épouser sa sœur Octavie dans le cadre d'un traité de paix renouvelé. Le triumvirat fut temporairement réuni, mais seulement parce que Fulvia, la seule femme assez audacieuse pour défier leurs plans, n'était plus là. Son héritage fut bientôt éclipsé par Cléopâtre, dont les mythes dominèrent presque toutes les femmes romaines de l'époque. Mais ne vous y trompez pas, Fulvia fut le prototype. Elle ne maniait pas le pouvoir derrière un rideau. Elle s'y engagea pleinement, osa commander des armées dans un monde qui traitait les femmes comme du mobilier. Rome ne sut pas quoi faire d'elle, alors elle l'effaça. Mais les cendres de sa rébellion subsistèrent, et son histoire fut loin d'être ordinaire. Après la mort de Fulvia en 40 avenue Jésus-Christ, les hommes qu'elle avait autrefois manœuvrés, Antoine, Octavien et même ses anciens alliés, commencèrent à réécrire son héritage. Elle ne pouvait plus se défendre, alors le récit fut façonné par ses ennemis et les survivants mal à l'aise face à son ambition. Comme tant de femmes puissantes de l'histoire, Fulvia devint un bouc émissaire. Les sources antiques, écrites par des hommes aux intérêts bien placés, la présentèrent comme la cause de la guerre de Pérouse, de la rupture entre Antoine et Octavien et même du désordre général de la République. Aion, Dion Cassius et Plutarque la décrivirent comme autoritaire, jalouse et avide de pouvoir. Ils la blâmèrent pour avoir entraîné Lucius Antonius dans le conflit, pour avoir provoqué Octavien et même pour l'éloignement final d'Antoine de Rome. Mais ces accusations étaient-elles justes? Certainement pas. Fulvia évoluait dans un climat politique où la violence et la manipulation étaient attendues, du moins si vous étiez un homme. Elle n'était pas plus ambitieuse que César, pas plus agressive que Pompée, et bien moins impitoyable qu'Octavien ne le serait plus tard. Sa seule véritable différence était qu'elle était une femme agissant comme un homme romain,
Et Rome ne savait pas comment l'accepter. Elle n'était pas recluse dans sa maison, tissant en silence ou servant d'ornement politique. Elle écrivait des lettres aux généraux, organisait des foules dans les rues et commandait la loyauté des troupes. Cela la rendait dangereuse, non seulement pour Octavien, mais pour l'histoire elle-même. Même Marc-Antoine, l'homme dont elle avait défendu l'héritage, la blâma commodément pour les troubles civils. Après s'être réconcilié avec Octavien et avoir épousé sa sœur, Antoine utilisa la mort de Fulvia comme une purification diplomatique. Sa mémoire devint le prix de sa survie politique. Il n'y eut aucun monument en son honneur, aucune grande cérémonie funèbre, aucun discours au Sénat, seulement le silence. Pourtant, ses ennemis ne purent l'effacer entièrement. Fulvia avait trop accompli. Elle avait levé des armées, dirigé des élections, négocié des alliances et mené une guerre civile. Elle fut la première femme romaine dont le nom apparut sur une monnaie, non comme une déesse ou une métaphore, mais comme une actrice politique. Les attaques contre sa réputation furent délibérées, mais sa présence dans les archives historiques le fut tout autant. Malgré toutes les tentatives pour la réduire à une caricature, Fulvia refusa de disparaître. Sa défiance résonne encore. Il suffit d'écouter au-delà des voix masculines. L'histoire de Fulvia se termine dans le silence, mais son héritage est tout sauf discret. Au fil des siècles, les historiens et écrivains peinèrent à la situer dans le grand récit romain, car Fulvia brisa toutes les règles de ce qu'une femme romaine était censée être. Elle ne conseillait pas le pouvoir dans l'ombre, elle devint le pouvoir, ce qui la rendit à la fois inoubliable et profondément dérangeante pour un monde patriarcal. Dans une société où les femmes étaient censées influencer par des murmures et des mariages, Fulvia criait par la politique, la guerre et le théâtre. Elle n'était pas une consort. Elle était une commandante. Et pourtant, elle fut davantage retenue pour sa défiance que pour ses accomplissements. Les historiens romains ne pouvaient accepter une femme qui ne restait pas à sa place. Alors ils la réécrivirent comme criarde, avide de pouvoir et perturbatrice. Mais entre les lignes, une autre figure apparaît. Fulvia fut la première femme romaine à frapper des pièces à son nom. Elle organisa des factions politiques, utilisa le mariage comme une arme tactique et manipula la politique de rue avec une efficacité stupéfiante. Elle traversa les guerres civiles du 1er siècle avenue Jésus-Christ. Non comme spectatrice, mais comme actrice, une femme dont l'influence terrifiait les sénateurs et façonnait le destin des triumvirs. Sa chute ne fut pas due à l'incompétence, mais au moment et au genre. Si elle était née homme, elle aurait pu être retenue comme un second César ou un Caton plus charmant. Au lieu de cela, elle fut décrite comme la femme maléfique qui osa trop. Son héritage persista néanmoins. Plus tard, des femmes romaines comme Livie Drusilla, Agrippine la jeune et même Cléopâtre, bien que d'un autre monde, opérèrent toutes dans l'ombre que Fulvia avait tracée. Elles manipulèrent des empereurs, dirigèrent des armées et contrôlèrent des successions. Mais Fulvia le fit la première, sans titre impérial pour la protéger. Aujourd'hui, les historiens modernes commencent à réexaminer Fulvia avec un regard neuf. Elle n'est plus une simple mise en garde, mais est reconnue comme l'une des femmes les plus politiquement actives de l'histoire romaine. Une femme qui testa les limites du pouvoir féminin et en paya le prix. Et tandis que Rome tenta peut-être de l'effacer, Fulvie laissa ses empreintes dans chaque recoin de son effondrement. Pas une note de bas de page, mais une force. Une femme avec des siècles d'avance sur son temps. À l'été 1963, les États-Unis étaient un pays vacillant entre deux mondes. L'un enraciné dans des siècles de systèmes d'oppression, l'autre aspirant désespérément à respirer librement. Dans le Sud profond, la ségrégation n'était pas seulement une norme sociale. C'était la loi. Les Afro-Américains étaient exclus des restaurants, des écoles, des bus, des urnes électorales et même des fontaines d'eau potable. La brutalité policière était omniprésente. Les lynchages existaient encore. Dans des villes comme Birmingham, en Alabama, des manifestants pacifiques faisaient face à des chiens hargneux et à des lances à incendie à très haute pression. Mais le changement arrivait, et ils ne demandaient pas la permission. En seulement quelques années, le mouvement des droits civiques avait surgi sur le devant de la scène nationale. Les sit-ins, les freedom rides et les boycotts faisaient désormais la une des journaux. Des figures comme Rosa Parks, Medgar Evers et John Lewis n'étaient plus de simples noms. Ils étaient devenus des symboles de défi et de résistance. La marche sur Washington ne naquit pas d'une seule conversation. Elle fut le résultat d'une frustration croissante et d'un espoir farouche. Les Afro-Américains n'étaient plus disposés à attendre. Ils réclamaient des droits civiques et étaient déterminés à faire entendre leur voix là où cela comptait le plus, dans la capitale nationale. L'idée d'une marche de masse à Washington circulait depuis des décennies.
A. Philippe Randolph, organisateur syndical et défenseur de longue date des droits civiques, avait proposé ce concept dans les années 1940. À l'époque, il s'agissait de faire pression sur l'administration Roosevelt pour déségréguer l'industrie de la défense. Cette protestation fut annulée après que Roosevelt céda et signa un décret. Mais en 1963, les enjeux étaient encore plus grands. Randolph, avec d'autres leaders des droits civiques dont Bayard Rustin et le Dr Martin Luther King Jr. Raviva la vision. Cette fois, il ne marchait pas seulement pour l'emploi. Il marchait pour la dignité, pour le droit de vote, pour la déségrégation scolaire, pour l'égalité salariale et surtout pour le droit fondamental de vivre sans peur. Plus d'une douzaine de grandes organisations de défense des droits civiques s'unirent pour la planifier malgré leurs désaccords, car elles comprenaient la puissance d'un front uni. Le compte à rebours avait commencé. Les bus étaient organisés. Les tracts circulaient. Le bouche à oreille allait plus vite que les journaux. Et à travers le pays, les Afro-Américains se préparaient à ce qui allait devenir l'un des moments les plus inoubliables de l'histoire américaine. Le rêve prenait forme, pas à pas organiser une manifestation à Washington n'était jamais une mince affaire. Mais en planifier une pour plus de 100 000 personnes, peut-être davantage, relevait de la folie. Logistiquement, cela ressemblait à un cauchemar. Nourriture, eau, transport, système de sonorisation, toilettes, équipe médicale, permis, contrôle des foules, plan de sécurité. Et pourtant, ils y parvinrent. Au centre de ce chaos maîtrisé se tenait Bayard Rustin, un homme qui, malgré son homosexualité assumée et son effacement fréquent pour des raisons politiques, était un stratège hors pair. Rustin avait étudié la non-violence directement auprès des disciples de Gandhi en Inde. Il avait manifesté, été emprisonné, battu et surveillé par le FBI. Mais rien ne l'ébranlait. Il voyait la marche sur Washington comme une occasion de montrer au monde ce que pouvait accomplir une protestation disciplinée et non violente, coordonnée avec une précision militaire. En seulement 8 semaines, Rustin et son équipe transformèrent l'idée en réalité. La marche fut officiellement appelée « Marche sur Washington pour l'emploi et la liberté », et elle fut délibérément conçue pour inclure à la fois la justice raciale et l'opportunité économique. Ce double message n'était pas un hasard. Tandis que le Dr King deviendrait plus tard le symbole spirituel de la journée, ce furent Randolph et Rustin qui s'assurèrent que les revendications portaient autant sur le chômage, le salaire minimum et les droits des travailleurs que sur les droits civiques. Pendant ce temps, les tensions couvaient. Le président John F. Kennedy et son administration étaient nerveux, très nerveux. Ils craignaient des émeutes, des représailles ou pire, un bain de sang. Les leaders des droits civiques les assurèrent que la manifestation serait pacifique. Pourtant, la garde nationale resta en alerte. Les hôpitaux de Washington furent mis en état d'urgence, et la vente d'alcool fut interdite pour la journée. Les fonctionnaires fédéraux furent même autorisés à rester chez eux. Et puis il y avait la question de l'unité. Les 6 grandes organisations des droits civiques, NAACP, CORE, SNCC, SCLC, National Urban League et la Fraternité des porteurs de wagons-lits de Randolph s'affrontaient souvent sur les tactiques. Certains voulaient des actions plus radicales, d'autres plus diplomatiques. Les jeunes militants du SNCC s'impatientaient face à l'approche non violente de King. Mais tous étaient d'accord sur une chose, le temps du silence était révolu. Le plan de Rustin ressemblait à une opération militaire. Chaque bus et train était suivi. Chaque orateur était minuté à la seconde. Chaque itinéraire avait des responsables formés au contrôle des foules. Ils ne planifiaient pas seulement une marche. Ils orchestraient un moment qui allait secouer la conscience d'une nation. Le 28 août 1963. Un mercredi étouffant à Washington. Le soleil était déjà brûlant à 9 h du matin, et l'humidité collait à la peau comme une seconde chemise. Mais cela ne les arrêta pas. De tous les coins du pays, ils vinrent. Noirs, blancs, jeunes, vieux, étudiants, religieux, ouvriers, célébrités. Certains portaient leurs plus beaux habits du dimanche, d'autres brandissaient des pancartes. Ils vinrent en bus, en train, en covoiturage et même à pied. Plus de 250 000 personnes au total convergèrent vers le National Mall comme une marée montante d'espoir. Et pourtant, il n'y eut pas de chaos. Malgré la peur du gouvernement d'émeutes et de troubles, la scène était étonnamment calme. Des bénévoles dirigeaient la foule. La Croix-Rouge distribuait de l'eau. Des groupes chantaient des chants de liberté, se tenaient par la main et acclamaient les nouveaux arrivants. On pouvait entendre des chœurs gospel près du bassin réfléchissant et des slogans « Emploi et liberté » résonner contre les colonnes de marbre du Lincoln Memorial. Les célébrités étaient présentes aussi.
Harry Belafonte, Sidney Poitier, Paul Newman, Marlon Brando, Joan Baez, Bob Dylan. Mais personne n'était là pour des autographes. Ils étaient là pour témoigner de l'histoire et prêter leur voix à une cause plus grande que n'importe quel individu. La foule était ordonnée mais énergisée. Pas de bousculade, pas de pillage, pas de violence. Au contraire, il y avait une compréhension partagée que ce n'était pas seulement une manifestation. C'était un moment sacré. Pour beaucoup d'Afro-Américains, se tenir simplement sur le mal était un acte silencieux de révolution. Être vu, être compté, dire « Nous sommes ici » devant le même Lincoln Memorial où le grand émancipateur siégeait en pierre. C'était un moment d'accomplissement, des générations en gestation. À midi exactement, le programme officiel commença. Les leaders montèrent sur scène un par un, chacun représentant différentes organisations, idéologies et régions, mais unis dans leur message. Les orateurs exigèrent l'égalité salariale, la déségrégation des écoles, un salaire décent et la fin des brutalités policières. Mahalia Jackson chanta. Marian Anderson, qui avait autrefois été interdite de chanter aux constitutions Hall à cause de sa race, chanta désormais pour des milliers de personnes sous le ciel ouvert. Au fil des heures, la tension monta, non pas à cause de troubles, mais à cause de l'anticipation. L'homme que tout le monde attendait n'avait pas encore parlé. Et quand il le ferait, le monde s'arrêterait, écouterait et se souviendrait. La marche n'était pas seulement en train de faire l'histoire. Elle devenait légende, minute après minute. En milieu d'après-midi, la foule devint silencieuse. Non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'elle savait ce qui allait arriver. Debout à l'ombre du Lincoln Memorial, le docteur Martin Luther King Jr. s'approcha du podium. Il portait un costume sombre, une cravate soigneusement nouée et une expression de calme profond qui dissimulait à peine le feu qui brûlait en lui. Il avait apporté des remarques préparées, tapées et rédigées en collaboration avec ses conseillers la veille. Mais ce dont le monde allait se souvenir n'était pas ce qui avait été écrit. C'était ce qui venait de son cœur. Il commença avec une intensité mesurée, décrivant les dures réalités de la ségrégation, de la violence policière et des promesses brisées. 100 ans plus tard, dit-il en référence à la proclamation d'émancipation, le noir n'est toujours pas libre. Sa voix montait et descendait comme un sermon. Il utilisait la répétition, le rythme et le silence, non comme des remplissages, mais comme des instruments. La foule écoutait avec une attention suspendue, certains hochant la tête, d'autres essuyant des larmes, d'autres encore brandissant des pancartes où l'on lisait simplement « Maintenant ». Mais ce qui se produisit ensuite changea le ton de tout l'événement, sans doute, la trajectoire du mouvement des droits civiques lui-même. Debout juste derrière King se trouvait la légende du gospel Mahalia Jackson, qui avait chanté plus tôt dans la journée. Elle cria soudain « Parle-leur du rêve, Martin. Parle-leur du rêve ». Et King le fit. Il mit ses notes de côté, saisit le pupitre et lança un passage qu'il avait déjà prononcé auparavant, mais jamais comme ça. « I have a dream », dit-il, et la foule se pencha. « J'ai un rêve qu'un jour cette nation se lèvera et vivra pleinement le véritable sens de son credo. » Chaque phrase résonnait plus fort, plus claire, plus résolue. « J'ai un rêve qu'un jour les fils d'anciens esclaves et les fils d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. J'ai un rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. » Ce n'était plus un discours. C'était une vision, une prière, un éclair dans l'histoire. Lorsqu'il conclut par les mots « Free at last. Free at last. Thank God Almighty. We are free at last. » La foule explosa, applaudissements, larmes, cris de joie. Ils savaient qu'ils venaient de vivre quelque chose de plus qu'une oraison. Ils avaient entendu une prophétie. La puissance de la marche sur Washington ne résidait pas seulement dans les discours ou la musique. Elle résidait dans le peuple. L'ampleur de l'humanité rassemblée ce jour-là était écrasante. Ils venaient du Mississippi, du Michigan, de l'Alabama, de New York, de Californie et de partout ailleurs. Certains étaient des militants chevronnés qui avaient déjà marché des dizaines de fois. D'autres n'avaient jamais quitté leur ville natale auparavant. Ils avaient préparé des repas, voyagé en bus pendant plus de 20 heures et dormi dans leurs habits d'église juste pour être présents. Beaucoup étaient des gens ordinaires, domestiques, enseignants, ouvriers sidérurgistes, employés de poste, qui ne se voyaient pas comme des figures politiques, mais comme des témoins. Ils ne voulaient pas seulement le changement. Ils étaient le changement. Il y avait aussi des enfants dans la foule. De jeunes filles noires avec des rubans dans les cheveux. Des garçons avec des pancartes dessinées à la main.
Des parents soulevaient leurs tout-petits sur leurs épaules pour qu'ils puissent voir le Lincoln Memorial au loin et entendre les voix des orateurs portées par les haut-parleurs. Pour eux, ce n'était pas seulement un événement. C'était le début d'un nouveau monde. Certains visages se démarquaient. Il y avait un jeune John Lewis, âgé de seulement 23 ans, représentant le Student Non-Viol Coordinating Committee, SNCC. Son discours original avait été si enflammé, si intransigeant que les dirigeants seniors lui demandèrent de l'adoucir quelques minutes avant de monter sur scène. Il accepta, mais à peine. Son appel au changement radical secoua tout de même la foule. Et puis il y avait Daisy Batt, la seule femme à parler ce jour-là, non en son nom propre, mais en lisant une déclaration préparée au nom d'autres femmes du mouvement. Les organisateurs avaient été critiqués pour avoir marginalisé les voix féminines. Le message bref mais puissant de Batt soulignait une dure réalité. Même dans un mouvement pour l'égalité, certaines voix peinaient encore à se faire entendre. Étaient également présents des syndicalistes, des rabbins, des religieuses, des prêtres et des étudiants de tous horizons. Ils n'étaient pas tous d'accord sur la stratégie. Certains favorisaient la non-violence de King. D'autres penchaient vers la posture plus militante de Malcolm X. Mais ce jour-là, ces différences n'avaient pas d'importance. L'unité l'emporta. C'était une symphonie visuelle de la possibilité américaine. Des mains blanches et noires liées en solidarité. Des badges « Freedom Now » épinglés sur les poitrines. Et le souffle de 250 000 âmes respirant comme une seule. Les visages dans la foule ne faisaient pas que regarder l'histoire se dérouler. Ils la façonnaient. Et aucun d'entre eux n'oublierait jamais ce qu'il avait vu. Tandis que le monde voyait l'unité, l'inspiration et la justice poétique sur les marches du Lincoln Memorial, en coulisses, la marche sur Washington était loin d'être simple. Ce qui semblait être un mouvement parfaitement synchronisé était en réalité maintenu par des ficelles, de la sueur et beaucoup de compromis de dernière minute. Bayard Rustin, l'architecte en chef de la marche, dut affronter non seulement la logistique, mais aussi la politique. Il était constamment sous surveillance, non seulement parce qu'il était ouvertement homosexuel et ancien communiste, mais aussi parce que certains leaders des droits civiques craignaient que son identité ne soit utilisée pour discréditer le mouvement. En fait, le congressiste Adam Clayton Powell avait menacé de l'accuser publiquement, lui et le Dr King, d'être amants si King ne retirait pas Rustin d'une campagne précédente. Cette menace hantait chaque étape de la préparation. Puis il y eut la question des voix féminines. Malgré les rôles essentiels joués par des femmes comme Ella Baker, Diane Nash et Dorothy Height, aucune ne fut invitée à prononcer un grand discours en son nom propre. Rosa Parks était dans la foule ce jour-là, vénérée par tous. Mais elle ne reçut pas le micro. Derrière les puissantes images de la marche se cachait une vérité. Le mouvement luttait encore avec ses propres hiérarchies et angles morts. Même au sein des Big C organisations, les frictions bouillonnaient. Les leaders du SNCC étaient de plus en plus désillusionnés par la lenteur du changement et l'insistance de l'ancienne génération sur la modération. Ils voulaient confronter le racisme systémique plus agressivement. Corps partageait des frustrations similaires. Mais l'unité était jugée trop importante, au moins pour un jour. Pendant ce temps, le gouvernement fédéral observait avec les dents serrées. Le FBI de J. Edgar Hoover avait assigné plus de 100 agents pour espionner les organisateurs. Ils avaient mis sur écoute des chambres d'hôtel, suivi des figures clés et compilé des dossiers. Ils étaient convaincus que la marche tournerait à la violence ou que des communistes détourneraient l'événement. Quand rien de tel ne se produisit, ils redoublèrent simplement de surveillance, surtout envers le Dr King. Et n'oublions pas l'argent. La marche coûta plus de 250 000 $, l'équivalent de millions aujourd'hui. La plupart des fonds furent levés par des syndicats et des donateurs sympathisants, mais les organisateurs durent improviser jusqu'à la dernière heure. Ils empruntèrent même des talkie-walkie aux Boy Scouts. La marche sur Washington fut historique, oui, mais elle fut aussi profondément humaine, imparfaite, désordonnée, politique et inachevée. Tout comme le pays qu'elle cherchait à guérir. Le soleil commença à se coucher derrière le Washington Monument tandis que les foules se dispersaient lentement. Les gens s'embrassaient, pleuraient, chantaient et restaient aussi longtemps qu'ils le pouvaient, réticents à quitter ce qui ressemblait à un sol sacré. Mais la marche était terminée. Les discours avaient été prononcés. Les pancartes avaient été brandies. Le monde avait regardé. Et maintenant, la question planait lourdement dans l'air humide d'où, que se passe-t-il ensuite? Dans les jours qui suivirent, la réaction des médias fut prudemment positive. Les grands journaux reconnurent la nature historique de l'événement, souvent avec un ton de curiosité distante. Certains la qualifièrent d'ordonnée et digne, ce qui signifiait en réalité qu'il n'y avait pas eu d'émeute.
Peu de médias accordèrent de l'espace aux revendications spécifiques de la marche, comme l'appel à un programme fédéral pour l'emploi ou à un salaire minimum équivalent à environ $20 aujourd'hui. Mais tout le monde couvrit le discours du Dr King. Cela, au moins, ne pouvait être ignoré. Le président John F. Kennedy, qui s'était initialement opposé à l'idée de la marche, la regarda à la télévision avec une admiration croissante et peut-être une certaine surprise. Il qualifia l'événement d'impressionnant et rencontra les leaders des droits civiques à la Maison-Blanche immédiatement après, mais les avancées législatives restèrent lentes. Son projet de loi sur les droits civiques était toujours bloqué au Congrès, pris dans les griffes de l'opposition sudiste. Certains militants furent déçus. Ils espéraient que la marche produirait une action immédiate. Au lieu de cela, il fallut retourner au combat, organiser, marcher, résister et pleurer ceux qui payaient le prix de la justice. Quelques semaines plus tard, la réalité frappa durement. Le 15 septembre 1963, 4 jeunes filles noires furent tuées dans l'attentat à la bombe de l'église baptiste de la 16e rue à Birmingham. Le rêve avait été exprimé, oui, mais le cauchemar n'était pas terminé. Pourtant, quelque chose avait changé. La marche sur Washington marqua une nouvelle phase du mouvement des droits civiques. Elle prouva que la protestation de masse pouvait être disciplinée, puissante et impossible à ignorer. Elle rassembla une coalition plus large que jamais. Syndicats, leaders religieux, célébrités, étudiants et Américains de la classe ouvrière, tous réunis par la justice. Et surtout, elle donna une voix au mouvement. Un rêve, un discours qui serait cité, étudié et repris dans le monde entier. La marche était terminée, mais la route ne faisait que commencer. Et cette route allait bientôt passer par le sang, la législation et la transformation. La marche sur Washington ne fit pas que secouer la conscience de l'Amérique. Elle remodela son paysage moral. Ce qui avait commencé comme un acte audacieux de protestation devint une pierre angulaire de l'héritage du mouvement des droits civiques, modifiant à jamais la manière dont les Américains comprenaient la justice, la démocratie et le pouvoir de l'action collective. Sur le plan législatif, la marche n'apporta pas de victoires immédiates, mais elle créa un élan. Moins d'un an plus tard, en juillet 1964, le président Lyndon B. Johnson signa la loi sur les droits civiques. Elle interdit la ségrégation dans les lieux publics et bannit la discrimination à l'emploi fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. En 1965, la loi sur le droit de vote suivit, frappant au cœur des lois Jim Crow. Ces lois auraient-elles été adoptées sans la marche? Peut-être. Mais aurait-elle eu la même force morale, la même pression publique indéniable? Probablement pas. Pour Martin Luther King Jr. Le discours de ce jour le propulsa dans une nouvelle dimension. Il passa de leader respecté à icône mondiale. Mais la célébrité eut un coût, surveillance, menace et finalement assassinat en 1968.